Voilà, bienvenue à nouveau dans ce débat consacré ce soir à la situation à la frontière entre la Syrie et la Turquie, au 3e jour de l'opération baptisée Rameau d'Olivier par Ankara, opération censée permettre à l'armée turque de déloger des combattants kurdes de la région d'Afrine. Je vous représente rapidement nos invités si vous nous rejoignez. Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, rebonsoir. À côté de vous, Wassim Nasser, journaliste à France 24 que vous connaissez bien, spécialiste entre autres choses des mouvements djihadistes, et puis James André, grand reporter ici à France 24. James, on le disait, les Kurdes ont le sentiment, enfin une partie de ces Kurdes syriens, d'être lâchés, et c'est peut-être d'ailleurs une réalité, à la fois par les Américains qui les soutenaient jusqu'ici, mais aussi a fortiori par les forces de la coalition. Quand vous avez été sur le terrain avec ces combattants kurdes, est-ce que, si vous me passez l'expression, ils sentaient les choses venir, le coup venir? Écoutez, il y a eu quand j'y suis allé pour la première fois, c'était le début de la bataille de Raqqa, et évidemment, ils avaient peur que ça arrive, parce qu'ils savent très bien que, évidemment, les Américains vont a priori plutôt choisir de rester alliés des Turcs que de se fâcher avec eux pour rester l'allié des Kurdes. Alors, ça, Edia Youssef, dont je parlais tout à l'heure, donc il est la coprésidente donc de ce Kurdistan, de ce proto-Kurdistan syrien, m'avait dit à l'époque, écoutez, on ne sait pas comment ça va se passer, en tout cas, on prend tout ce qu'on peut et puis on verra comment la situation évolue, mais évidemment on sait qu'il y a un risque d'être lâché par les Américains. Alors c'est vrai que le problème avec les Kurdes, c'est que les Américains les auront lâchés à de nombreuses reprises, dont récemment en Irak. Alors pour la petite histoire, il faut se souvenir qu'on ne parle pas de la même chose entre l'Irak et la Syrie. C'est-à-dire qu'en Irak, il s'agit d'un mouvement plutôt nationaliste kurde qui dispose d'une autonomie. D'ailleurs, c'est ce que les Kurdes de Syrie voulaient proposer dans la Syrie de demain. C'est ce qu'ils souhaitent toujours proposer dans la Syrie de demain, c'est-à-dire le même système, entre guillemets, avec un gouvernement semi-autonome, une région autonome, mais qui ne serait pas un État. Et évidemment, lorsque les Irakiens font un référendum, comme on l'a vu en fin d'année dernière, qui s'est soldé donc par un échec, c'est-à-dire qu'effectivement le référendum a eu lieu et on le sait, eh bien il n'y a pas eu de partition du pays et tout s'est arrêté en plan. Une perte de beaucoup de privilèges aussi. Exactement, une perte de beaucoup de privilèges. Eh bien, ça n'arrangeait pas du tout d'ailleurs les affaires des Kurdes syriens qui eux essayaient de proposer le même concept en Syrie et au même moment il y a donc ce référendum. Donc ils savaient que de toute façon ça allait être compliqué. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, entre guillemets, garder comme territoire? Sachant que les Kurdes de Syrie, c'est quand même quelque chose de particulier. À la base, c'est une guérilla marxiste qui a tout un volet idéologique. L'idée, ça s'inscrit, on va dire, dans une forme de communisme. Il y a l'égalité homme-femme, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très idéologiques dans la société que veulent créer ces Kurdes. Et ce n'est pas simplement, on va dire, une revendication nationaliste. Il y a la revendication nationaliste, mais il y a un projet politique. Et d'ailleurs, je dis quand même pour information, pour être allé sur place, ce proto-État kurde, il fonctionne déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un gouvernement, il y a déjà des administrations, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, prêts pour une autonomie à court terme. Ils sont prêts éventuellement à prendre le contrôle d'une partie de leur territoire, mais ils veulent rester au sein de l'État syrien. On parlait tout à l'heure des liens qui sont une réalité, donc visiblement, entre le PKK et le PYD, la version syrienne du PKK, des liens qui sont clairs, mais est-ce que les aspirations des Kurdes en Turquie, en Syrie et en Irak sont les mêmes? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la situation du peuple kurde est issue en réalité de la Première Guerre mondiale, donc il y a une centaine d'années. Et que depuis lors, ces Kurdes, 25 millions d'individus au total... On ne parle pas d'une petite communauté, c'est des millions de personnes. Le peuple le plus important, numériquement en tout cas, qui n'est pas d'État. Et d'ailleurs, personne ne veut d'État, à part les plus nationalistes d'entre eux, évidemment. Et donc, ces différentes composantes du peuple kurde a été divisé en 4 États, fondamentalement, Iran, Turquie, Irak et Syrie. Mais comme cela dure depuis maintenant des décennies, les modes de socialisation politique, les modes de contestation politique ont été évidemment très différents selon les pays nationaux dans lesquels ils se trouvaient. Donc les modes de radicalisation sont totalement différents. Il y a une différence de nature absolument essentielle entre les Kurdes d'Irak, pour aller vite, qui eux-mêmes sont divisés en plusieurs factions, mais qui fonctionnent sur un mode de type clanique, féodal, tribal, alors qu'effectivement ceux du PKK, qu'on trouve en Turquie et dans le nord de la Syrie désormais, ont un mode de fonctionnement initialement, disait-il, marxiste. À mon avis, ce sont de bons staliniens. N'oublions pas qu'au début
du combat des Kurdes de Syrie à partir de 2011-2012, il y avait une quinzaine d'autres partis politiques syriens, de Kurdes syriens. Tous ont été obligés de faire allégeance au PYD ou ont été éliminés physiquement. Donc ces braves gens qui nous prétendent instaurer un régime démocratique ont en réalité impliquent et appliquent un régime de fer dans cette région. Donc on a un projet transnational et qui au passage ennuie aussi beaucoup les Kurdes d'Irak. Donc les Kurdes, pour aller et terminer, ce n'est pas une catégorie politique. Les Kurdes sont traversés, divisés par des partis politiques qui ont des projets différents les uns des autres. Donc, moi, j'en ai parfois un petit peu assez d'entendre parler, chez les intellectuels de la rive gauche, du peuple kurde en général. Non, ça, c'est un mythe. C'est une vue de l'esprit. La réalité est différente. Et encore une fois, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait un fort soutien de la part des Kurdes d'Irak, majoritairement en Irak, à l'égard du PKK ou du PYD. Ils sont sur des logiques politiques et militaires différentes. Wassim Nasser, vous nous parliez tout à l'heure de cette première, nous semble-t-il, dans ce conflit syrien, des Russes qui ont invité les Kurdes à participer au processus de Sotchi, donc négociation parallèle à celle organisée par les Nations Unies. Est-ce qu'on peut penser à terme que ces Kurdes syriens pourraient négocier d'une façon ou d'une autre une partition de la Syrie? Ils seraient au nord de l'Euphrate quand ce que contrôle le régime de Bachar el-Assad serait... En tout cas, c'est pas à Sotchi qu'ils auront cette partition. Voilà, cette partition, c'est plutôt les Américains qui poussent vers cette partition de fait. À Sotchi, ça serait plutôt un rapprochement avec Damas, et ce qui n'est pas du tout exclu ni irréaliste, parce qu'il faut se rappeler. Il y a déjà des négociations. Il y a déjà des négociations. Il y a déjà l'administration syrienne étatique qui fonctionne à Hasaka et à Kameshli. Il y a les renseignements syriens à Afrin. Comme je vous l'ai dit dans la première partie du débat, les renforts envoyés de Manbij sont passés par les territoires d'Alep tenus par la Messayane avant d'arriver à Afrin. Et la bataille d'Alep, donc pour reprendre Alep aux rebelles, les Kurdes de Cheikh Maksoud, donc c'est un quartier d'Alep, ont participé activement aux côtés de l'armée syrienne. Donc les Kurdes vont là où leurs intérêts les amènent. Et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Ou les contraignent. Ou les contraignent, bien sûr, mais c'est de bonne guerre. Il faut se rappeler aussi que dans l'historique du PKK, c'était plutôt un groupe très proche du régime syrien. Mais ça fait partie de l'histoire. Donc aujourd'hui, ils jouent les partitions qu'ils peuvent jouer. Ils savent pertinemment, comme James l'a dit, que les Américains risquent de les lâcher, parce qu'ils ne font que ça, les Américains, dans la région depuis plusieurs décennies. Ils ont des alliés d'une manière ponctuelle, d'une manière opportuniste, puis ils les lâchent. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les Russes capitalisent. Donc si demain, Damas accepte effectivement que le YPG participe aux négociations au Sotchi, ça serait plutôt un rapprochement entre le YPG kurdes et Damas, plutôt que dans l'idée de créer une zone autonome, ce que les Américains souhaitent en tout cas appliquer de fait. Une toute petite précision, je suis radicalement d'accord. N'oublions jamais que pour des raisons liées à l'histoire, mais l'histoire a son poids, le dirigeant charismatique du PKK, le fondateur du PKK, qui est en prison depuis 1999, pendant 10 ans, plus de 10 ans, avait un pavillon dans la banlieue de Damas. On pouvait le rencontrer assez facilement sur place. Et donc, il y a toujours eu des liens assez étroits, pour ne pas dire plus, entre Damas et le PKK. Rappelez-vous aussi qu'en fin 2011, début 2012, les troupes syriennes se sont purement et simplement, sans combat, retirées de la partie nord, en laissant donc une sorte de trou géopolitique dans lequel les militants et les milices du PYD et des YPG ont pu s'affirmer. Donc il y a toujours eu un jeu assez trouble. Je ne suis pas complotiste, mais il y a un certain nombre de facteurs qui montrent que jamais probablement les liens n'ont été véritablement rompus entre ces forces kurdes organisées par le PYD et Damas. Ne l'oublions jamais. Alors c'est le jeu moyen-oriental, c'est des jeux de billard à 8 bandes, toujours compliqué à s'y retrouver, mais c'est une donnée structurante. Et je pense que fondamentalement, Bachar el-Assad tient cela aussi comme une carte possible de sortie de crise, en laissant une partie, en se plaçant pas du tout dans la logique d'une partition de la Syrie, ça jamais il ne l'acceptera, mais d'un système de type fédéral que pourrait accepter le PYD d'ailleurs. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, d'ailleurs ? Et d'ailleurs, le PYD a donné des passeports, par exemple, aux Kurdes, et leur a donné le droit d'apprendre la langue kurde dans les écoles, ce qui était complètement interdit avant 2011. Donc voilà, c'est compliqué, chacun y trouve ses intérêts, et c'est toujours des forces de coercition. Il ne faut pas imaginer que la démocratie règne. Non, c'est toujours la force qui règne. C'est le gagnant
qui rabat les cartes après. Et puis il y a aussi la force du temps qui passe. James, vous nous le disiez tout à l'heure, dans le nord-est de la Syrie, la capitale de ce Kurdistan syrien, c'est une réalité. L'administration fonctionne. D'ailleurs, comme il tentait de le faire depuis 2012 à Afrin, une administration, une façon de voir la société, il y a quelque chose qui s'est installé. Oui, non, il y a quelque chose qui est effectivement installé avec... bon, il y a des tas de choses, on va dire, dans cette... on va dire politique kurde, ce qu'ils souhaitent créer. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que j'avais eu la coprésidente du Rojava. Pour chaque poste à responsabilité, il y a un homme et une femme. Ils sont très attachés à la parité. Moi, j'ai été en première ligne à Raqqa. Vous avez des combattants hommes, des combattants femmes. Et c'est quelque chose de vrai. Enfin, on le voit, si vous voulez, vous voyez des hommes et des femmes se battre côte à côte, etc. D'ailleurs, l'autre phénomène qu'on a pu vérifier sur le terrain, c'est il y a beaucoup de gens qui ont dit que, par exemple, les forces démocratiques syriennes, donc qui sont effectivement complètement structuré par les YPG, et juste par rapport au PKK, on parlait d'Öcalan tout à l'heure, il y a des portraits d'Öcalan dans tous les blindés, un peu partout, donc voilà, quelque part c'est totalement assumé, mais les FDS sont donc YPG et Kurdes, plus des combattants arabes. Et ben, il y avait beaucoup de combattants arabes dans cette bataille de Raqqa, il faut le savoir, et il y en avait beaucoup également le long de l'Euphrate. Donc, effectivement, ils essayent de rassembler, ils essayent d'ouvrir leur système pour essayer donc, effectivement, d'arriver à fonctionner avec les Arabes de cette zone géographique. Mais pour l'instant, ça se passe pas forcément très très bien. Mais en tout cas, c'est entre guillemets l'objectif. Juste un mot effectivement sur l'histoire du fait qu'ils sont en lien avec le régime. Quand vous allez à Kamishli, il y a toute une partie du centre-ville... Qui est la capitale qui est la plus grande ville, on va dire. Dans l'Est, nord-est. Parce qu'en fait, en réalité, le pouvoir n'est pas tout à fait à cet endroit-là. Mais... si vous voulez, il y a en plein milieu un carré de sécurité, comme il l'appelle, qui est en fait une enclave du gouvernement syrien. Vous avez d'immenses portraits de Bachar el-Assad. Il y a des forces de sécurité syriennes qui sont en plein centre-ville de Kamishli. Et donc, d'ailleurs, on contourne ça à chaque fois qu'on doit aller d'un bout à l'autre de la ville. Donc voilà, oui, il y a une coopération, bien sûr, entre le régime et les Kurdes. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué ce qui n'empêche pas qu'ils se fritent de temps en temps pour des intérêts très matériels et ponctuels, sur des histoires de taxes, de trafic. Donc c'est jamais noir ou blanc. C'est toujours gris. Pardon, Didier Billon-Lévy. Oui, les forces kurdes regroupées autour du PYD, je le précise toujours, ont deux principaux problèmes. D'une part, en réalité, y compris même les États-Unis, ne veulent pas d'un État kurde. Donc, aucune des puissances régionales, Turquie, Iran, Irak et bien sûr Syrie, ne veulent d'un État kurde. Ça fait déjà de gros obstacles. Je pense même qu'au niveau international, ni les Russes, ni les États-Unis, ni la France, ni quiconque ne veut un État kurde. Premier problème. Deuxième problème, et ça ressortait parfaitement sur les cartes du début, c'est qu'aujourd'hui, les YPG contrôlent un territoire qui est en grande partie peuplé d'Arabes. Et les Arabes syriens sont souvent nationalistes. Ils aiment leur patrie, etc. Ils ne se laisseront pas compter. Ils ne veulent pas une partition de leur pays. Absolument. Et je pense donc qu'il y aura probablement un retour de bâton assez douloureux contre les forces organisées par l'YPG. Et c'est d'ailleurs pas nouveau dans l'histoire, c'est que systématiquement les forces kurdes en général ont été trahies par leurs parrains. Pas seulement les États-Unis. À une époque, les Irakiens, à l'époque de Saddam Hussein, soutenaient les Kurdes d'Iran. Réciproquement, la République islamique soutenait les Kurdes d'Irak. Et puis, au final, ils se sont retrouvés trahis et seuls, isolés. Mais on a quand même l'impression qu'au fil de l'histoire, ils ont été trahis par leurs alliés divers et variés, se sont relevés. Mais qu'est-ce qui... peut-être que les gens qui nous regardent se posent la question simplement, qu'est-ce qui fait que ces Kurdes continuent à se battre? Ils ont perdu, on imagine, des milliers de soldats au front. Qu'est-ce qui les motive? Parce que, non, mais ceci dit, parce que c'est vrai que tous les Kurdes de la région n'ont pas les mêmes intérêts. Évidemment. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, si on prend l'Irak, les Kurdes d'Irak font du business avec la Turquie, ne veulent pas entendre parler du PKK, etc. Très bon terme avec la Turquie. Bon. Par contre, ils sont tous Kurdes. C'est-à-dire que pour nos téléspectateurs, les Kurdes parlent kurde, ils sont principalement sunnites, pour la petite histoire, et ils sont un peuple. C'est un peuple à part. Ils ont un certain nombre de fêtes qui, pendant un temps, ont été interdits en Irak, puis ont été autorisés à nouveau, etc. Il y a une vraie entité de population kurde de 25 millions de personnes. Et ils ont en commun le fait qu'ils étaient toujours opprimés. Et ils ont toujours été opprimés par tout le monde, Voilà. systématiquement. Sans exception. Il y a une question qui n'est pas
pas tout à fait lié, mais qui n'est pas si loin que ça. Ce sont ces mêmes Kurdes qui ont entre les mains quelques dossiers assez compliqués qui concernent les Français en premier lieu, les fameux djihadistes français partis combattre en Syrie. Qu'est-ce qui empêcherait demain une opération turque dans les zones où les Kurdes détiennent ces djihadistes français? Et est-ce que les choses se font dans l'absolu, rien. Dans l'absolu, rien. Ce qui l'empêcherait peut-être, ce serait les bases américaines, donc autour de Manbij et sur zone. Mais il faut arrêter d'imaginer que ces djihadistes français vont être jugés et vont accomplir leur peine à perpétuité là-bas. La visibilité sur la situation géopolitique dans le nord syrien, elle va pas plus loin que 6 mois. Mais là, la France serait obligée de sortir du bois si on venait à observer écoutez, je vais vous donner un exemple. Opérations turques. Aujourd'hui, les tabloïds turcs ont dit que le YPG a libéré à Afrin des djihadistes de l'État islamique pour se battre contre l'armée turque. Et de son côté, le YPG a dit, nous on dit que l'armée turque a des djihadistes de l'État islamique dans ses rangs et qui nous attaquent à Afrin. Donc cette histoire de djihadistes de l'État islamique est devenue une carte, est devenue une manière de pression. Parce que demain, imaginons le YPG se sent trahi par la France. Et tous ces djihadistes français détenus par le YPG sont livrés à Damas. Qu'est-ce qui se passe? Si demain, les djihadistes français détenus par le YPG s'échappent de prison, il y a des précédents. Il y a Peter Sherif, un des fameux djihadistes français, s'est échappé d'une prison irakienne, donc d'un État constitué, ce qui n'est pas le cas du YPG, en 2007. Et aujourd'hui, il est dans les rangs d'Al-Qaïda au Yémen. Donc il y a des précédents. Tous les chefs de l'État islamique ont réussi à s'échapper de prison en Irak, que ce soit par la corruption, que ce soit par ce qu'on appelle des casses de prison. Il n'y a rien qui empêche des scénarios similaires en Syrie, ou tout simplement que ces djihadistes français soient utilisés comme une carte, comme une pression vis-à-vis de la France, ça veut dire aidez-nous, reconnaissez-nous, sinon on va les livrer. Didier Voillion, on va les livrer à Damas. Ça peut être un objet de pression, ces djihadistes étrangers. C'est d'ores et déjà le cas. C'est le cas. Et on a bien vu le pas de deux de M. Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a parlé d'une justice mais d'un État qui n'existe pas. Donc on voit bien que le gouvernement est infiniment embarrassé. Oui, le porte-parole du gouvernement, je précise, qui a dit que si ces djihadistes étaient jugés suivant les règles d'un État de droit, il serait de bon ton qu'ils soient jugés mais où est-ce qu'ils vont purger leur peine? Mais un État de droit, ça existe quand il y a un État, et là, il n'y a pas d'État. Donc effectivement, je pense que la meilleure solution serait effectivement de pouvoir les rapatrier. Alors certains disent on ne peut pas les rapatrier parce qu'ils n'ont pas de patrie. Il faut les avoir sous la main. Voilà, c'est tout. On ne va pas rentrer dans ces jeux sémantiques. L'essentiel, c'est que nous puissions les contrôler. Y compris, ils peuvent nous être utiles, ils peuvent nous donner des informations. Enfin, il faut être réaliste dans la vie. Donc je pense qu'il serait bien dangereux de les laisser sur place. Mais de leur côté, les forces kurdes du YPG veulent les garder parce que c'est un moyen de pression. D'ores et déjà, j'imagine bien qu'il y a des tractations secrètes qui existent. Donc problème. James ? Non, et puis effectivement, juste pour rajouter aussi, il y a également des femmes et des enfants de djihadistes qui sont à l'heure actuelle retenus dans un certain nombre, notamment de camps de réfugiés. Moi, j'ai pu les voir, notamment à Tal Abyad. Et ces femmes-là sont dans les camps, elles sont contrôlées par des membres des services de renseignement kurdes qui les surveillent plus ou moins. Ils sont assez nombreuses, elles viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et là, c'est pareil, quid de ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Moi, je suis passé les voir 2 fois à peu près 4 mois d'intervalle. Les mêmes étaient encore là, disaient n'avoir pas eu de visite consulaire, etc., etc. Donc, pour le coup, il n'y avait pas... En l'occurrence, il y avait une franco-tunisienne, il n'y avait pas beaucoup de françaises, mais le fait est qu'elles sont là, elles sont maintenues là. Les pays d'origine, pour beaucoup, n'en veulent pas. Qu'est-ce qui va se passer ? On a passé du temps, et c'était important, je pense, sur cette question kurde en Syrie. Plus largement, peut-être revoir la carte, James, que vous nous présentiez au début de ce débat. La bataille contre le groupe État islamique, dans les grandes lignes, semble être remportée. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous la présente. Il y a donc d'un côté ces forces kurdes avec leurs ennemis de part et d'autre de la frontière. La partie que le régime de Bachar el-Assad a repris grâce en partie à son allié russe. On en est où? Ça fait bientôt 7 ans que la guerre en Syrie a commencé. Vaste question. Est-ce que les Russes ont définitivement gagné la partie diplomatique et non pas la solution du conflit, mais remporté le leadership sur les négociations? Est-ce que la perspective d'une paix en Syrie, d'une façon ou d'une autre, est envisageable? Didier Billon. Définitivement, je n'utilise jamais ce terme quand il s'agit de relations internationales, puisqu'il peut y avoir des retournements. Mais quand même, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, ceux qui possèdent, et depuis déjà longtemps, mais maintenant il n'y a plus débat, les meilleures cartes, les atouts pour
proposé pour porter une solution politique, ce sont les Russes et personne d'autre. Alors, les Iraniens peuvent jouer un rôle, les Turcs peuvent aussi jouer un rôle. D'ailleurs, cela explique ce triumvirat qui a été à l'initiative de Astana puis de Sotchi. Ça n'exclut pas les divergences qui peuvent exister entre Turcs et Kurdes, entre Turcs et Russes, pardonnez-moi, entre Russes et Iraniens, etc. Mais pour l'essentiel, ils peuvent faire un bout de chemin ensemble. Ce qui est clair aussi, c'est que les puissances occidentales, États-Unis en tête, je n'ose même pas parler de l'Union européenne, se sont totalement déconsidérées à cause des erreurs à répétition commises depuis 2011. Rappelez-vous, M. Juppé, M. Fabius, M. Hollande, M. Sarkozy nous avaient prédit que Bachar el-Assad n'en avait plus que pour quelques semaines. Bachar el-Assad, il est considérablement affaibli. Il est toujours là, il est toujours présent. Bien sûr soutenu par les Russes, ça n'a échappé à personne. En tout cas, la solution politique passera aussi par Bachar el-Assad et donc par les Russes. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que ça sera une paix à la russe, sur les conditions des Russes, sur l'essentiel, bien sûr. Sur les marges, on pourra négocier tel ou tel aspect. Ça, il faut en être conscient. Et là, ils ont une carte formidable, non seulement sur le dossier syrien, mais d'un point de vue régional et voire d'un point de vue international. Moi, je suis marqué et assez fasciné par le fait que la diplomatie de Moscou, la diplomatie des Russes, aujourd'hui, au Moyen-Orient, elle parle à tout le monde, sans aucune exception. Ils ont raison de le faire d'ailleurs. Pour eux, il n'y a pas de morale. Il y a des intérêts bien compris, menés intelligemment par M. Lavrov et la diplomatie turque, qui est une diplomatie de qualité. Et donc, de ce point de vue, ils ont marqué des points considérables. Sans état d'âme, parce que par ailleurs, quand il faut utiliser la force brutale, Poutine n'hésite pas une seconde. On peut le regretter, c'est ainsi. Ils ont surtout l'air d'être les alliés indéfectibles. Ce que les Américains n'ont pas réussi à faire. Parce que dès le début des révolutions arabes, donc les Américains ont lâché leurs alliés, on parle de Moubarak, de Ben Ali, etc., etc., alors que les Russes, ils n'ont pas varié sur la Syrie de Bachar el-Assad depuis le début. Et aujourd'hui, vu que c'est eux qui mènent la danse, aux yeux des autres régimes de la région, comme celui de Sisi, comme d'Erdogan qui est revenu vers la Russie, ou même les autres pays, même voire les pays du Golfe, aujourd'hui qui font des contrats d'armement avec la Russie aussi, ils ont cette image d'alliés indéfectibles, ça veut dire qu'ils ne lâchent pas ces alliés sur le terrain. Et ça, c'est très important dans la région, parce qu'il y a la réalité et aussi la perception. Et la perception est très importante. Et dans tout ça, l'opposition syrienne, aussi galvaudée, que ce soit ce terme d'opposition... Elle en est où? Elle soutient qui? Là encore, question compliquée. On parlait de l'opposition syrienne tout à l'heure qui soutenait l'opération turque contre les Kurdes. Toute l'opposition syrienne ne soutient pas la Turquie. Non, mais l'opposition syrienne, elle est extrêmement fragmentée. Mais par contre, je vais vous répondre un peu différemment. Moi, ce qui me fait très peur dans la région aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des tractations au niveau international, mais que ce soit d'ailleurs en Syrie ou en Irak, il y a quand même, entre guillemets, les grands perdants de tout ça, au sens strictement matériel et réel du terme, à savoir toutes les populations arabes sunnites, dont les villes sont en ruine, dont beaucoup ont perdu des membres de leur famille, dont il y avait des revendications politiques qui étaient finalement, qui se sont, on va dire, qui étaient portées et qui étaient légitimes, mais qui se sont retrouvées défendues par un groupe terroriste qui est l'organisation État islamique. Mais le fait est que, si vous voulez, il y avait une population derrière qui avait des aspirations simplement à être reconnue en tant que sunnites s'ils étaient en Irak, en tant qu'arabes sunnites s'ils étaient aussi en Syrie, parce qu'il y a une vraie composante à ce niveau-là, puisqu'il faut le rappeler, voilà, Bachar el-Assad est alaouite. Enfin bref, il y a cette grande revendication arabe, sunnite, aussi bien en Syrie qu'en Irak, qui n'a absolument pas trouvé de solution, qui est intacte, qui est dans le même état qu'au début de tout cela, et aujourd'hui, elle est, on va dire, dans un tas de ruines. Donc, comment ces gens-là vont-ils réagir? Est-ce qu'on va avoir une autre insurrection sunnite, d'une autre nature, différente? Parce qu'il va forcément y avoir quelque chose. C'est même beaucoup plus grave qu'en 2011, la situation. La situation est beaucoup plus grave qu'en 2011. Moi, j'étais à Raqqa, il ne reste rien de cette ville. Les gens étaient là, j'étais avec des gens qui revenaient pour la première fois, parce que la zone est interdite et fermée aujourd'hui par le YPG qui la contrôle, qui laisse pas rentrer tout le monde, donc il faut demander un permis pour pouvoir rentrer. Ça fait beaucoup de perdants pour un... Les gens étaient choqués. La ville fait beaucoup est de perdants, absolument James, rasée. Pour un même pays, les Kurdes, les Arabes sunnites, les civils, évidemment, qui ont payé ô combien un prix fort pour ces 7 ans de guerre. David Billion, vous avez... Didier, pardon, excusez-moi, vous avez le mot de la fin, peut-être sur ce que James vient de dire. Non, mais je suis radicalement d'accord. Et ce qui est très grave, c'est que si l'utopie de Daesh, c'est-à-dire cette volonté de créer un État, est désormais derrière nous, en tout cas sur le court et le moyen terme. Moi, je ne me hasarderai pas à faire des pronostics sur les 15 ans à venir.
les conditions objectives, les raisons objectives qui avaient prévalu pour comprendre la naissance de Daesh et son développement foudroyant restent tout à fait posées, voire même aggravées, absolument. Donc, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure pour conclure, nous avons une situation et un défi absolument fondamental. La pire des choses, ce serait l'émiettement des États-nations. Il faut absolument tout faire pour maintenir le cadre des États-nations, mais des États-nations inclusifs, au sein desquels les Kurdes, par exemple, auront aussi leur mot à dire. Donc une solution de type fédéral, enfin les Syriens trancheront même, est évidemment essentielle. On peut à la fois être Kurdes et Syriens, Kurdes et Irakiens, etc. Je pense que c'est très facile à dire sur un plateau de télévision, mais c'est ça l'enjeu. La pire des choses, ce serait d'exclure les minorités, ou voire même des partis éventuellement majoritaires, des gouvernements qui vont se reconstituer dans les mois à venir. Vaste programme, comme dirait le général. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Didier Million d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Merci Wassim Nasser d'avoir apporté votre éclairage. On vous retrouve évidemment sur cette antenne, tout comme vous, James André. On vous suit un peu partout dans le monde. C'est la fin de ce débat, mais l'info continue évidemment sur France 24. Dans un instant, restez sur notre antenne.